Bonjour à tous les amoureux de littérature et bienvenue dans le 58e épisode de l'alchimie d'un roman. Alors, parfois, souvent, un gars qui veut entamer la conversation pose la fameuse question, un brin galvaudé, si vous ne pouviez prendre qu'un seul livre sur une île déserte, lequel prendriez-vous ? Sans réfléchir, on se dit tant qu'à faire qu'on pourrait prendre son roman préféré. Mais honnêtement, après l'avoir lu en boucle des centaines de fois, on ne le supporterait plus. Non, l'idéal serait un livre infini, un livre qu'on pourrait lire dans l'ordre qu'on veut, à l'endroit, à l'envers, et qui à chaque fois raconterait des histoires différentes. On pourrait appeler ça un livre-univers, tiens. Mais alors, est-ce que ça existe un livre comme ça ? Eh bien oui, un tel livre existe. Il s'appelle « La vie mode d'emploi » et son auteur est Georges Perec, membre éminent de l'Oulipo, l'ouvroir de la littérature potentielle. Un auteur sans doute un peu farfelu, ou alors maniaque, un amateur de jeux de mots et de jeux de structure. Ok d'accord, mais est-ce que le résultat de ces jeux, c'est encore de la littérature ? Et trouve-t-on dans un tel roman les 4 éléments traditionnels qu'on y trouve d'habitude ? L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce roman bizarre ? Plus de 600 pages, écrit tout petit, des croquis, des index, des jeux de mise en page. Et puis d'abord, est-ce qu'au moins ça parle de quelque chose ? Voyons si on peut en esquisser, sinon un résumé, au moins un aperçu en 1 minute chrono. La vie mode d'emploi, c'est la description d'un immeuble parisien. Un immeuble de 6 étages, plus un rez-de-chaussée, des caves et 2 niveaux de chambres de bonne sous les combles. Un immeuble parisien, mais à une adresse qui n'existe pas. Cet immeuble est devant nous, lecteurs, sous forme d'une photo ou en tout cas un instantané. Rien ne bouge, le temps est arrêté et on regarde ces pièces une par une. Et ce faisant, on découvre la vie de ses habitants. C'est très varié, ça va dans tous les sens, mais il en ressort quand même l'histoire particulière de Percival Barthelbus, un milliardaire qui consacra sa vie entière à un projet bizarre. Pendant 10 ans, il apprend l'aquarelle auprès de son professeur Serge Vallène. Puis pendant 20 ans, il parcourt le monde en dessinant une aquarelle souvenir tous les 15 jours. En parallèle, à Paris, dans le même immeuble, son associé Gaspard Vinclair reçoit les aquarelles et les transforme en puzzles. Puis Barthelbus rentre de voyage et pendant les derniers 20 ans de sa vie, il reconstitue les puzzles, donc ses propres aquarelles, les unes après les autres pour les renvoyer sur le lieu qu'elles représentent, et là-bas, les effacer et en perdre l'image à jamais. Bon, ça c'est le projet initial, mais au bout du compte, au moment où l'on contemple l'instantané, il s'avère que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il manque des aquarelles, Barthelbus est devenu aveugle, mais bon, c'est la vie, n'est-ce pas ? Alors, ce qui a fait la célébrité de ce roman, c'est évidemment sa structure. Accrochez-vous, c'est plutôt spectaculaire. Quand on lit ce livre, il faut imaginer qu'on se trouve à côté du narrateur, face à ce bâtiment dont on voit tout l'intérieur. C'est un peu comme dans Playtime de Jacques Tati ou La vie aquatique de Wes Anderson. De plus, le temps est figé. C'est comme une photographie, personne ne bouge et on a tout le temps qu'on veut pour détailler le moindre objet. Le narrateur est omniscient et il en profite pour nous raconter l'histoire de tous les personnages qu'on aperçoit. C'est déjà pas banal comme façon de raconter, mais attendez la suite. Partant du plan du bâtiment, Perec y a superposé une grille de 10 x 10, donc 100 cases. Les plus grands appartements sont étalés sur plusieurs cases, les plus petits sont réduits à une seule. Perec choisit une case arbitraire en plein milieu dans la cage d'escalier et il la décrit dans le détail, c'est le chapitre 1. Puis il parcourt la grille en se déplaçant comme un chevalier aux échecs, et ainsi de case en case il essaie de parcourir tout l'immeuble sans jamais repasser 2 fois au même endroit. Ça s'appelle le problème du parcours du cavalier, c'est un problème de maths assez classique. Et voilà, du coup, ça donne une histoire carrément dans le désordre. On passe sans arrêt du coq à l'âne, d'un appartement à l'autre, et on se demande pourquoi Perec a choisi cet ordre arbitraire. Au chapitre 45, un enfant, le fils Plassard, classe sa collection de buvards. Et il se demande dans quel ordre il doit les classer. Évidemment, il y avait l'ordre chronologique, mais il le trouvait pauvre, plus pauvre encore que l'ordre alphabétique. Il ajoute: ce qu'il aurait voulu, c'est que chaque étiquette soit reliée à la suivante, mais chaque fois pour une raison différente. À la fin du livre, Perec a ajouté un plan de l'immeuble, puis une chronologie, un index des histoires et un index général très détaillé de 40 pages. Du coup, assez rapidement, quand on s'intéresse à une histoire particulière, d'un personnage particulier, on s'aide de ces outils pour le lire dans l'ordre qui nous arrange. La vie mode d'emploi est un livre qu'on ne lit pas dans l'ordre, en tout cas pas dans l'ordre dans lequel il est écrit. Ordre artificiel qui n'a de toute façon pas d'importance, quoique, en est-on bien sûr. Bon, je vous l'avais dit, c'est pas banal, mais attendez, il y a pire encore. Alors d'abord, une petite parenthèse mathématique. Je vais vous expliquer ce qu'est un carré latin. Je prends une suite de 3 couleurs, je prends un carré de 3 sur 3, et je range les 3 couleurs de ma suite de telle sorte qu'on ne retrouve jamais 2 fois la même dans une colonne ou dans une ligne. Et voilà ce que ça donne, c'est la base du sudoku.
Un carré gréco-latin, c'est pareil, mais avec 2 suites au lieu d'une. Voici par exemple à quoi ressemble un carré gréco-latin avec une paire de suites de 3 couleurs et de 3 formes. Non seulement on n'a jamais ni la même couleur ni la même forme dans une ligne ou une colonne, mais en plus on n'a jamais la même paire forme plus couleur. Bon, eh bien tenez-vous bien, dans sa grille 10x10, dans son immeuble, Perec s'est amusé à inscrire un carré gréco-latin de 2 séries de 10 éléments. Au lieu de prendre des formes et des couleurs, il a pris par exemple 10 positions et 10 activités. Et voici à quoi ça ressemble. À chaque pièce de l'immeuble, à chaque chapitre du roman, on se retrouve avec un couple unique de positions et d'activités, et jamais la même position ou la même activité dans une ligne ou une colonne. Et ça, c'est une seule solution mathématique du carré gréco-latin 10x10. Mais il y a d'autres solutions différentes. Alors Perec s'est amusé à aller chercher 21 solutions différentes de ce même problème. Et il a donc pu placer dans son immeuble 21 paires de 10 éléments, soit 420 données, de telle manière qu'il n'y ait jamais la même combinaison et jamais la même paire pour les 21 thèmes dans aucune ligne et aucune colonne. Et ainsi, quand Perec s'attelait à la rédaction d'un chapitre, donc la description d'une pièce, il partait avec ce qu'il appelle une contrainte. Position debout, activité, écouter la radio. En plus, on doit y parler d'un collier, d'un piano, du 19e siècle, d'une citation de Freud, etc., etc. Ça paraît déjà fou, mais en plus, c'est juste une contrainte parmi d'autres. Le livre en est bourré, des jeux de structure partout cachés et dont le lecteur ne se rend même pas compte. Alors, cette histoire de carré magique, c'est amusant et ça ressemble à une sorte d'exploit. On se souvient que Perec a aussi écrit un roman entier sans jamais utiliser la lettre E. D'accord, c'est marrant, mais pourquoi il fait ça? D'abord, l'écriture sous contrainte a une raison pratique très simple à comprendre. Avec la vie mode d'emploi, le projet de Perec est de décrire un immeuble entier, pièce par pièce, et dans le moindre détail du moindre objet. Mais pour autant, c'est un lieu imaginaire. Tout ce qu'il écrit sort de sa tête. Alors essayez de faire l'exercice, vous le lecteur. Prenez n'importe quel lieu, tiens, disons une chambre à la déco un peu chargée. Et essayez d'en décrire tous les objets comme ça de mémoire. Eh bien, c'est très difficile. Et vous vous rendez compte très vite que votre imagination tourne en rond et ne sort plus rien d'original. La contrainte que se donne Perec avec son carré gréco-latin, tous ces objets, ces tissus, ces musiques qu'il s'impose, sont une sorte de stimulant de son imagination. Et l'effet qui en ressort est saisissant, le niveau de détail qu'il obtient est incroyable. Et pour ne rien gâcher, l'érudition de Perec est immense. De la collection de buvards médicaux à la liste des attractions touristiques d'un hôtel de luxe, le roman est rempli de détails infinis. J'appellerais ça une érudition de l'accumulation. Perec ne nous étale pas sa science, il nous submerge de bagatelles, de fantaisies et d'anecdotes. Ok, d'accord, mais quel est le sens de tous ces détails? Est-ce que par hasard, ces détails ne seraient pas des éléments de la vie de Perec lui-même? Au chapitre 51, l'appartement du peintre Vallène, Perec décrit l'image figée du peintre en train de peindre l'immeuble même qu'on est en train de regarder. Et à ce moment précis, il est justement en train de se peindre lui-même dans la pièce qu'il occupe. On pense donc que, comme Vallène, Perec est aussi en train de se peindre dans son roman. Dans la liste des contraintes qu'il s'imposait d'ailleurs, l'une est intitulée « Allusion à un événement quotidien survenu pendant la rédaction du chapitre ». Ça veut dire que le roman contient des détails que lui et lui seul peut se remémorer et comprendre. Une dimension intime en quelque sorte. Ok, c'est sympa, mais quelle importance puisque moi je ne peux pas comprendre. Et en plus, cette explication n'est pas pleinement satisfaisante, puisque la grande majorité des histoires racontées sont clairement imaginaires, voire farfelues, jusqu'à l'adresse même du bâtiment qui n'existe pas. Alors quoi la vie mode d'emploi? Un roman fantastique ou une biographie romancée? Eh bien disons, un savant mélange des deux, exactement comme le réalisme magique de Gabriel García Márquez. Et l'impression qui en ressort est avant tout une grande poésie, un émerveillement. Chapitre 20 par exemple, l'appartement de Madame Moreau. Debout devant le lit, l'amie d'enfance de Madame Moreau, Madame Trévin, vêtue d'un imperméable et d'un foulard de cachemire, sort de son sac à main pour la lui montrer une carte postale qu'elle vient de recevoir. Elle représente un singe coiffé d'une casquette au volant d'une camionnette. Un phylactère rose se déploie au-dessus avec l'inscription « Souvenir de Saint-Moisy-sur-Réon ». C'est très poétique, non pas les mots mais les images, c'est irréel, et notre imagination s'envole immédiatement. On imagine la carte, le singe, on se souvient de nos propres cartes de vacances, des villages touristiques sur la côte. Les souvenirs sont comme ça, toujours un peu magiques, jamais vraiment réels. L'écriture de Perec, les mots qu'il utilise sont aussi très poétiques. D'une pièce vide, il écrit « Maintenant, il y reste ce qui reste quand il ne reste rien ». Voilà, la vie mode d'emploi est une accumulation gigantesque d'objets, de détails et d'histoires un peu loufoques, un peu magiques. C'est joli, mais pourquoi plus de 600 pages? Pourquoi la structure en carré gréco-latin? Pourquoi le parcours du cavalier des échecs?
Au moment de décrire l'appartement du peintre Vallène, Pérec reprend un à un 60 personnages du roman qu'il résume chacun par une seule phrase. On lit, et puis on découvre que chaque phrase contient exactement 60 caractères. 60 phrases de 60 caractères, ça fait un carré, tiens. Et puis on découvre encore que la diagonale du carré correspond toujours à la même lettre, la lettre A. Ensuite, il y a une autre série de 60 nouvelles phrases, la diagonale cette fois est la lettre M. Enfin, une troisième série est la lettre E. Âme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une clé du roman? En plus, la dernière série ne fait que 59 phrases, il en manque une. Et il y a des erreurs dans la diagonale, c'est forcément fait exprès, non? Et pourquoi? Dans le parcours en cavalier des pièces de l'immeuble, il y a aussi une erreur volontaire entre les chapitres 65 et 66 pour éviter le coin en bas à gauche. Et le chapitre 65 se termine par la phrase énigmatique « Sur la couverture de la boîte, on voit une petite fille mordre dans un coin de son petit beurre ». À la toute fin du roman, Barthelbus meurt sur le dernier puzzle dont la dernière pièce est mauvaise, une pièce manquante. Et voilà la merveille derrière ce roman. On l'étudie, on le fouille, on y trouve des règles et des lois, on y trouve des indices, on recoupe, on échafaude des théories. Barthelbus donne sa définition d'un bon puzzle. Seule compte la possibilité de relier une pièce à d'autres pièces. Seules les pièces rassemblées prendront un caractère lisible, prendront un sens. Rassembler les pièces, c'est exactement ce qu'on fait en tant que lecteur quand on parcourt ce roman de 1000 façons différentes, chronologiquement, alphabétiquement ou comme un cavalier aux échecs. Et on en trouve du sens, mais le sens que l'on trouve, est-ce celui de Pérec ou est-ce le nôtre? Parlant des étiquettes des boîtes du puzzle, Barthelbus ajoute « En laissant les étiquettes en vrac et en choisissant 2 au hasard, on peut être sûr qu'elles auront toujours au moins 3 points communs. » C'est une propriété mathématique du carré gréco-latin et c'est tout le génie de cette œuvre d'exception. Cette phrase, voilà la véritable clé de ce roman. La vie mode d'emploi est un bac à sable pour notre imagination, exactement ce qu'on appelle un livre-univers, un livre infini. C'est un substrat d'une richesse inimaginable, l'accumulation de détails, d'ordres, d'images, de règles sous-jacentes, de mystères. C'est une machine à imaginer. Gaspard Winkler, le faiseur de puzzles, réussit à piéger Barthelbus en lui livrant des puzzles qui peuvent s'assembler de plusieurs façons différentes, donnant à chaque fois de nouvelles images pourtant cohérentes. Eh bien, c'est le même piège que nous livre Pérec. En cherchant un sens à son puzzle gigantesque, on l'assemble à notre façon personnelle et unique, différente de celle de tous les autres lecteurs. On se projette soi-même, on fait le tri et on se bâtit notre propre univers. Et voilà pourquoi Pérec a appelé son livre « La vie mode d'emploi ». Parce qu'on fait la même chose avec nos vies, on rassemble des morceaux, des événements vécus, auxquels on donne après coup un ordre et un sens. Et c'est aussi d'ailleurs, quand on y pense, l'objet de toute la littérature. Parfois, on me pose une question traditionnelle que j'ai beaucoup entendue. On me demande « T'es bien gentil avec tes analyses littéraires, mais tout ce que tu trouves, tout le sens que tu donnes à ces textes, est-ce que l'auteur y a vraiment pensé? Ou bien est-ce que c'est toi, Jean-Philippe Depotte, qui l'invente ?» La vie mode d'emploi répond magistralement à cette question. Le sens du roman, oui, c'est moi qui l'invente. Et c'est exactement pourquoi j'adore ce livre merveilleux. Et voilà les amis, c'était un peu long et c'est fini, et je suis très heureux d'avoir enfin chroniqué ce roman. Je vous invite à voir et à revoir les 57 épisodes précédents qui commencent à former un bel éventail de la littérature. Vous les trouverez sur ma chaîne YouTube, et tant que vous y êtes, abonnez-vous, ça ne coûte rien, ça me fait plaisir, et ça vous permettra d'être tenu au courant à chaque nouvelle vidéo. D'ailleurs, en plus de l'alchimie d'un roman, je vous invite à découvrir aussi l'alchimie de l'écriture, une nouvelle chaîne où j'abandonne mon costume de lecteur pour endosser celui d'écrivain, et pour explorer avec vous les finesses de l'art d'écrire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, et si vous voulez me donner un coup de pouce et m'aider à continuer mon travail dans les meilleures conditions, vous pouvez le faire grâce à Tipeee. Toutes les adresses nécessaires sont en dessous de la vidéo, en commentaire. Voilà, tout est dit. Je vous laisse donc sur votre île déserte à la lecture infinie de La vie mode d'emploi de Georges Pérec. Et en attendant la prochaine fois, je vous dis au revoir et portez-vous bien.